Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode. Salut tout le monde. On est content de vous retrouver ce lundi matin pour les news de la semaine. Vous avez dû remarquer que jeudi, il n'y a pas eu d'épisode. L'influenceuse en carton que je suis n'a pas prévenu en plus sur les réseaux. Mais je pense comme ça, moi, on l'avait déjà dit, mais moi, c'est une bonne manière de le redire. Les jours fériés, si par exemple ça tombe un jour d'épisode, il y aura pas d'épisode, tout simplement parce que souvent on voit bien que vous êtes moins sur vous Rendez-vous. sur les écoutes en fait, tout simplement, et que du coup on trouve que c'est mieux que vous l'ayez tous quand vous reprenez le travail ou que c'est une journée normale, je dirais. Donc désolée pour jeudi, j'ai pas prévenu, effectivement, il y avait pas de podcast cette semaine-là. Mais Bah, c'est pas excuse-moi, je t'ai coupé, mais surtout qu'en plus c'est tombé sur 2 jeudis de suite, tu vois, parce qu'on avait sorti, on avait sorti l'épisode, maintenant vu qu'on le fait 2 fois par semaine, un épisode le lundi, un épisode le jeudi, le 1er mai, cet épisode du jeudi, c'est tombé déjà sur un jeudi férié, au final, les écoutes, elles ont pas trop été au rendez-vous, et puis on voit que ça fait du coup un décalage, parce que souvent, les gens vont rattraper l'épisode la semaine ouais. d'après, et là, quand j'ai vu que, forcément, le 8, qui est également férié, ça tombait aussi sur un jeudi, je me suis dit, en fait, si on sort 2 épisodes, 2 jours fériés de suite, on va avoir entre guillemets, on sait qu'ils seront moins écoutés, etc. Donc au final, c'est un peu dommage. Surtout qu'en plus, l'épisode qu'on devait sortir jeudi, il est très sympa et vous l'aurez du coup le jeudi de cette semaine. Et comme ça, au moins, ça faisait un petit décalage. Mais dans tous les cas, on vous donne des nouvelles le lundi, donc vous avez au moins des news de notre part une fois par semaine. Cette semaine, qu'est-ce qui s'est passé? Du coup, nous n'avons pas chômé comme d'habitude. Alors, on a pris quelques jours off pour notre mariage. En fait, mon frère et ma belle-sœur nous ont offert une sortie au Puy du Fou avec tous mes frères et sœurs. Et c'était super cool. Qu'est-ce qu'on en a pensé du Puy du Fou? Franchement, très positif. Tu vois, moi, je m'attendais à rien. En fait, c'est assez réputé le Puy du Fou. On a beaucoup d'amis qui étaient déjà allés, qui nous avaient dit que c'était top. Mais le concept de voir des spectacles, etc., toute la journée, moi, je m'attendais à rien de fou parce que c'est pas spécialement trop mon truc de voir des spectacles. Mais pour le coup, ils sont vraiment impressionnants. Il y a vraiment du moyen. C'est vraiment très bien pensé. Et puis, je trouve que le parc a vraiment une bonne Oui, vibe, tu vois. c'est pour ça qu'on vous le dit en fait. Ouais, Effectivement, t'as complètement. raison, c'est très bonnes vibes, c'est très familial. Ça, je m'y attendais en vrai que ce soit assez famille. Bon, moi, ce qui m'a un peu, tu vois, je pensais que c'était les gamins qui étaient relous, mais en fait non, c'est les vieux. Mais sinon, c'était très bien fréquenté. En fait, dites-vous, il y a même pas de sécu. Genre, il y a les sécu à l'entrée quand vous rentrez forcément, mais sinon après, il y a pas du tout de sécu lors des immersions ou des spectacles. Et vraiment, le travail avec les animaux est fou. Et en fait, j'ai trouvé que ça faisait très français. Je sais pas comment. En fait, tout est autour de la Vendée forcément. Et après, forcément, j'ai voulu un peu me renseigner sur le Puy du Fou. Faut savoir qu'en fait, pour y travailler, donc déjà il y a énormément de bénévoles. Il y a très peu de personnes qui sont salariées. Et pour pouvoir un jour espérer y travailler, en fait, il y a une liste d'attente et qui est réservée aux Vendéens ou à des gens qui ont déjà travaillé au Puy du Fou, tu vois. Donc si ton père il y a déjà travaillé, t'as peut-être une chance un jour de pouvoir y travailler. Enfin, je trouve ça fou. Et vraiment, j'ai adoré les spectacles. Mention spéciale pour le général Charette, pardon, ça, je trouve ça trop bien. Et très impressionnant. Franchement, on a passé une super journée. Bon, on y était de 8h jusqu'à 23h. 23h. On était Avant, on cuits. était morts. Et aussi, c'est là aussi, nous, on se rend compte que on n'a pas tout à fait récupéré en fait de l'année dernière, je pense. Voilà, ça fait 3 jours, moi je suis malade. On a été éclatés parce qu'on a fait la route, forcément sur 3 jours. On fait 2000 bornes en 48 heures, quoi. Ouais, et en fait, c'est là où on se rend compte qu'on a peu de marge et qu'en fait, il a encore un peu temps de se reposer. News suivante. Tu voulais parler de la... Ça, Ouais. c'est Julien qui l'a ajouté. Hein. Tu voulais parler de la gelée de la valorisation des pensions de retraite et des allocations familiales. Après, pas toutes les allocations, mais en fait, là, ce qui se passe, c'est qu'ils sont en train de préparer le budget 2026. Ça va peut-être, vous Je suivez ou sais pas même l'actualité. qui est le ministre de l'économie ou Alors, des finances, je non, ne sais ministre plus. le ministre de l'économie, là, je serais même pas capable de te donner son nom, ça a changé 3 fois en 6 mois. Mais bon, ils font pas grand chose et en fait, ils préparent déjà le budget de l'an prochain. Alors, moi, j'essaye Ils sont plus tardés trop à le sortir, il me suivre, semble.
De quoi, pardon? Bah, ils ont tardé à le sortir, celui de 2025, au lieu de sortir en octobre, ils Oui, l'ont non, mais c'est sorti en surtout que celui de février, tu vois? 2025, en fait, la moitié de ce qu'ils avaient prévu dedans était pas une bonne idée, du coup, ils l'ont retiré au dernier moment. Du coup, en réalité, le budget 2025, c'était un demi-budget, tu vois? Et en fait, bon, moi, j'essaye de pas trop suivre les news politiques ou d'actualité comme ça a souvent pas trop d'intérêt. Mais là, je l'avais lu, en fait, dans une newsletter, c'est un peu plus spécialisé, on va dire finance, news juridiques, etc. Et c'est pour ça que je l'ai vu passer, je me suis dit, ah, ça peut avoir du sens d'en parler dans le podcast, parce que du coup, dans la préparation du budget de l'année prochaine, ils essaient de faire des économies, donc ils cherchent à peu près 30 milliards d'économies, ce qui est peut-être pas une mauvaise idée, et forcément, ils finissent par taper sur ce qui coûte très cher en France, c'est les retraites et les allocations diverses. Donc, vous avez les allocations familiales, les APL, le RSA qui seraient concernés, et tout simplement, c'est des allocations qui chaque année sont revalorisées en fonction de l'inflation. Et là, ce qu'ils pensent faire pour 2026, ça serait les geler, tout simplement, donc ne pas les revaloriser comme c'est le cas chaque année, ce qui permettrait de faire beaucoup d'économies. Donc, moi, je m'attends à voir beaucoup de boomers dans les rues contre En retraite. contre cette mesure. Après, c'est ça, on vous l'a déjà dit dans le podcast. Moi, je vous dis pas que c'est bien ou mal. Enfin, de toute façon, vous en pensez ce que vous voulez. C'est de la politique, très sincèrement. Même faire ça, ça changera pas l'état économique dans lequel on est actuellement. Mais on vous a dit dans le podcast déjà, je pense, dans des épisodes qui commencent à dater maintenant peut-être de 1 ou 2 ans quasiment, où ben forcément, quand on a comme ça un trop gros déficit dans un pays entre guillemets ceux qui produisent la valeur et ceux qui la perçoivent sous forme de redistribution, il y a un moment où ça s'arrête. Et la plupart du temps, forcément, si l'État disait bon ben voilà, on ne payera plus les pensions de retraite, on ne payera plus les allocations, il y aurait tout le monde dans la rue et ça serait l'anarchie en 2 semaines. Non, ça va plutôt se passer, je pense, de cette manière-là, c'est-à-dire que ils impriment tellement de billets que tu as quand même un certain retour de l'inflation, qu'on le veuille ou non, particulièrement sur les actifs en Europe et dans le monde occidental de manière générale. Et ce qui va se passer petit à petit, c'est que cet aspect État-providence qu'on avait, qui était très très fort en France, il va petit à petit s'effacer, mais de manière un peu insidieuse, c'est-à-dire qu'on ne le verra pas. L'État va jamais vous dire on arrête de rembourser ci, on arrête de payer ça, ou ils le feront vraiment à la marge. Ça concernera tellement peu de personnes qu'ils pourront même pas aller dans la rue pour manifester, mais ils vont plutôt par des manières de geler les points de revalorisation, ne plus indexer telle ou telle prestation, telle ou telle pension sur l'inflation. En fait, ce qui va se passer, c'est d'année en année, va y avoir une perte de pouvoir d'achat des gens qui percevaient tout simplement ces prestations ou ces allocations. Et en fait, ça confirme un point qu'on vous dit tout le temps dans ce podcast, c'est ne faites pas confiance à l'État pour subvenir à vos besoins à aucun moment de votre vie, que ce soit aujourd'hui par le biais d'allocations ou que ce soit plus tard quand vous serez plus âgé par le biais des retraites. Très sincèrement, moi je leur fais aucune confiance. Il y a de grandes chances que si déjà en 2025-2026 ils commencent à geler les pensions de retraite et que il y a mécaniquement une baisse de pouvoir d'achat des retraités qui se fait, ça va venir que s'empirer dans les 10, 20, 30 prochaines années. Donc c'est intéressant quand même de voir le début de ce genre de choses parce que bon, des gels de pension, des gels de revalorisation, on peut penser aux fonctionnaires aussi qui ont déjà eu des gels de leur point d'indice, etc. C'est des choses qui ont déjà été faites les 15 ou 20 dernières années, mais je pense que ça va se généraliser tout simplement et que petit à petit il va y avoir un vrai décrochage entre les gens qui travaillent et qui produisent de la richesse et les gens qui perçoivent sous forme de redistribution des pensions, des allocations. Après, d'un point de vue strictement économique, encore une fois, sans mettre de bien ou de mal, en fait c'est logique quand vous avez plus assez de personnes qui créent de la valeur par rapport au total de ceux qui en perçoivent une redistribution, il y a un moment où il y a un rééquilibrage qui se fait. Ouais. Ça me permet un peu de rebondir, parce qu'en fait, tout ce que tu viens de d'énoncer là, j'ai l'impression qu'en fait, ça profite à personne, comme tu le disais. Par exemple, là, on a eu 3 appartements qui se sont libérés là au cours des derniers mois, donc j'ai reçu les préavis, etc. Et la raison pour laquelle nos locataires s'en vont, c'est que bah ils peuvent pas assurer. Donc il y en a une où c'était pas vraiment ça, c'était plutôt un problème de voisinage, mais les 2 autres, en fait, c'est parce qu'ils arrivent pas à s'assumer le loyer, alors qu'on est vraiment pas sur des gros loyers. Enfin, en tout cas pour nous, c'est pas des gros loyers. Oui, bah, enfin, faut le dire, on est sur des loyers à 400 €, donc Voilà. c'est pas des choses qui sont chères. Enfin, je veux dire, quand vous mettez 1000 balles dans le loyer, je peux comprendre qu'au bout d'un moment, ça fait une différence sur vos revenus. Maintenant, 400 €, il y a pas vraiment moins cher, quoi. C'est ça. Et en fait, les 2 étaient, les 2 travaillaient en théorie. Et en fait, j'avoue que je saisis pas trop parce que du coup, quand j'ai fait les remises en location, je suis impressionnée du nombre de profils locataires qui ne vivent que des aides, en fait. Et j'ai l'impression que c'est vraiment à double tranchant. T'as d'un côté ceux qui travaillent et d'un autre côté ceux qui travaillent pas pour diverses raisons, légitimes ou pas, hein, mais en fait il y a ceux qui vivent des prestations sociales et les autres qui travaillent et qui galèrent en Et qui fait. galèrent, tout à fait.
Donc c'est assez affligeant et ça me permet de faire un point aussi sur notre déclaration d'impôt parce que je l'ai faite hier et sur 2024 du coup on paye 7 000 € d'impôts. Pourquoi est-ce que j'en parle? Bon, pas que pour me plaindre, mais c'est surtout qu'en fait l'année dernière on était imposés en traitement et salaire majoritairement et donc on n'a pas touché aux sociétés etc. Et on paye 7 000 € d'impôts et je me dis mais enfin t'imagines 7 000 € d'impôts, c'était plus ou moins plus d'un mois de salaire en fait à nous deux. Moi je Ah oui, touchais 3 000 et toi tu touchais 3 400 je crois. oui, c'est ça, donc ouais, Donc ça fait un peu plus d'un mois de salaire et ça, c'est sans compter taxes foncières, c'est sans compter toutes les TVA, c'est tout mais non, mais même tout le reste de la fiscalité, je veux dire, on paye, sur le LMNP, on va payer une cotisation foncière des entreprises, on paye, chaque année, là, cette année, 2025, ça va du coup être la première année, on va avoir la totalité de nos taxes foncières sur tous les lots qu'on a. Donc moi, j'avais fait le calcul, on sera à peu près à 25 000 € de taxes foncières sur l'année. Donc c'est vrai que ça fait un montant qui est, assez important. pour se faire emmerder en fait parce que ce qu'on dit pas c'est que nous on paye 7 000 € mais en fait l'État français l'année dernière nous a fait perdre je sais pas c'est assez rapide Bergerac c'était 40 combien 000 € sur l'année, on l'avait voilà calculé. 40 000 et en plus on paye 7 000 et on dit merci surtout. C'est ça, c'est en fait, on te tape dessus et en plus tu dois remercier de prendre un coup dans la tronche, quoi. Non, mais Et tout ça pour dire juste, je finis mon propos, mais juste en fait, je me demande nous qu'attend la France encore de nous, tu vois, ou qu'est-ce qui nous attend encore en France, parce que moi je veux bien payer des impôts, mais au bout d'un moment, j'ai voulu aller chez le médecin, j'avais pas de rendez-vous avant le 22 mai. J'ai l'impression que la justice, il y a pas de justice, que forcément il y a des choses injuste en plus avec tout ce qui est immobilier, les mairies, etc. Nous, ça nous touche. Je me dis, qu'est-ce qu'on fait encore là, quoi. ouais, je suis totalement d'accord avec toi. En fait, il y a vraiment une déconnexion totale, particulièrement avec notre génération, parce que je le vois alors, il y a tout un tas de raisons. Par exemple, forcément, aujourd'hui, vous avez 50, 60 ans, vous avez fait toute votre vie en France. Il y a moins de raisons que vous partiez à l'étranger. Des fois, en réalité, quand vous avez fait une bonne partie de votre vie, ça se passait mieux. Dans les différents problèmes que vous pouviez avoir ou dans les choses qui vous impactaient de près ou de loin. Et aujourd'hui, vu comme la situation est actuellement en France, nous, notre génération, on ne comprend pas pourquoi on resterait dans quelque chose qui empire et en plus, on nous demande de cotiser et de payer sur des problèmes que nous n'avons pas choisi, sur une situation qui n'est pas de notre fait et en fait, on n'en aura pas de retour. C'est-à-dire que la manière dont les dernières décennies ont endetté, la France a endetté finalement les actifs parce que c'est eux qui créent la valeur. Donc en fait, quand vous faites de la dette, à un moment donné, c'est les actifs, ceux qui travaillent plus tard, qui la rembourseront. En fait, nous, on est en mode, on n'a pas profité de tout cet endettement, on n'est pas responsable de la situation qu'elle a, mais par contre, nous, dès qu'on va faire la moindre chose, on va se faire embêter par l'administration, on va extrêmement nous imposer pour rembourser en fait les erreurs du passé, et en fait, très sincèrement, il n'y a pas de raison qu'on fasse ce cadeau-là, quoi. Ouais, c'est un peu, on paye un peu le quoi qu'il en coûte. Et deuxième réflexion sur cette histoire d'impôt et de cotisation, ça vous montre encore une fois que quand vous êtes salarié, vous êtes vraiment pas dans la catégorie la plus avantageuse, parce que là, vous avez déduit aucun frais en gros de votre salaire. Et je parle pas des frais de déplacement, hein. C'est-à-dire que faut quand même comprendre que quand vous avez des sociétés, la logique d'optimisation, c'est de passer des charges pour baisser l'assiette d'impôt. Et quand vous êtes salarié, en fait, vous payez tout plein pot. Donc Oui, c'est les ça. cotisations retraite, les cotisations chômage, des trucs que vous toucherez jamais. Le CPF, vous ne le toucherez jamais. Ou vous paierez 100 balles et sur des trucs limités, peut-être pas ce qui en plus vous anime ou je ne sais quoi. Et ça, faut en avoir conscience. Et je pense qu'après, en plus, après traitement et salaire, à mon avis, ceux qui sont le plus fiscalisés, mais encore, ils ont un avantage par rapport au traitement et salaire, c'est tout ce qui est BNC, donc les professions libérales, où là aussi, eux, ils se font démonter. Mais juste pour un peu éveiller les consciences, quand vous êtes salarié, vous cotisez plein pot. Et est-ce que ça en vaut le coup? Je ne sais pas. Et je pense que c'est aussi pour ça qu'on a ce podcast, c'est pour un peu éveiller les consciences là-dessus et essayer de ne pas dépendre de cet État français. Complètement, parce qu'en fait, on nous pose très régulièrement la question, quand tu payes combien d'impôts, comment tu fais pour moins payer? Parce que c'est toujours pareil, hein, on fait toujours la blague ici, mais ça, c'est connu. Le français, tu lui jettes une réduction d'impôts par la fenêtre, il saute pour la rattraper, tu vois. Donc, le souci, c'est que non, sur les salaires, il y a
aucune formule magique. De Optimisation. temps en temps, vous arriverez à trouver une petite optimisation. Par exemple, vous pouvez faire vos frais réels plutôt qu'avoir l'abattement de 10%. Vous pouvez, si dans votre entreprise, vous avez un plan d'épargne entreprise, ça veut dire qu'il y a peut-être une partie de la rémunération que vous percevez qui pourrait être exonérée d'impôts si vous la laissez sur votre P2E. Il y a quelques petites choses, mais vraiment à la marge, qui peuvent faire que vous souffrez un petit peu moins. Mais sinon, effectivement, vous êtes dans la classe moyenne, vous êtes la vache à lait de l'État. Et c'est sûr que quand vous avez une boîte, vous pouvez beaucoup mieux optimiser les charges, beaucoup mieux optimiser. Et là, encore une fois, vous voyez beaucoup de chefs d'entreprise qui se plaignent de payer beaucoup d'impôts. Alors oui, parce qu'en fait, il y a beaucoup d'impôts qui, dans tous les cas, sont sur la porte des entreprises et qui se répercutent en soi sur les consommateurs. Parce qu'en fait, c'est souvent les entreprises qui ont l'impression de payer une TVA hors de prix. La réalité, c'est s'il n'y avait pas de TVA, en fait, ils facturaient hors taxe, tu vois. Donc pour le coup, c'est avec la TVA, c'est un peu l'impôt qui est souvent mal perçu par les boîtes, parce que le problème, c'est qu'ils le voient passer sur leur compte, donc ils ont l'impression qu'on le prend. La réalité, c'est que la TVA, c'est un impôt qui pèse sur les consommateurs majoritairement. Donc en réalité, quand vous avez une boîte, si vous optimisez bien, que vous versez pas forcément de salaire et que vous faites en sorte de passer le plus de frais possible sur l'entreprise, c'est pas un régime où vous ferez le plus défoncer. C'est vraiment quand vous êtes salarié où là, pour le coup, vous avez aucune porte de sortie. Et en plus, ils le savent, c'est que quand vous êtes salarié, vous pouvez pas déménager votre boîte à l'étranger. C'est-à-dire que vous devez démissionner, retrouver un emploi à l'étranger. C'est pas la même chose que simplement se dire, OK, je paye trop d'impôts avec ma boîte. Si je peux le permettre de la mettre ailleurs, jamais ailleurs, tu vois. Donc, c'est sûr que c'est quelque chose qu'on veut vous éveiller dans ce podcast. Oui, pardon. Juste, je voulais dire aussi, je pense que, en plus, quand t'es salarié, t'as vraiment le pire des deux mondes. C'est qu'autant le chef d'entreprise, il est assez libre de son emploi du temps, etc. Enfin, quand t'es salarié, tous les sens que tu mets dedans pour aller au travail. Oui. Et surtout, je pense que le chef d'entreprise, il y a quand même un truc qui l'anime à la base quand il a créé sa boîte, tu vois. Mais le salarié, en soi, soyons honnêtes, même si le job l'essence même que vous faites à votre travail vous plaît, tout le à côté, l'administratif, la gestion du personnel, etc. C'est sûr qu'il y a des inconvénients à être salarié quand vous avez un job CDI. Je suis pas sûre que ça compense un peu la liberté qu'a le chef d'entreprise ou l'entrepreneur, tu vois. C'était juste une petite aparté. Très bien. Je voulais aussi juste rapidement parler de la Visale qui est un peu en lien avec ça. J'ai l'impression, et on en a pas parlé avec Julien, du coup l'État subventionne, se porte garant pour les locataires qui ont moins de 30 ans, et je pense qu'il y a quand même une condition de revenu, à mon avis. Non, c'est pas tellement une condition de revenu. En fait, la Visale, c'est à destination des moins de 30 ans et de ceux qui ont plus de 30 ans, mais qui vont par exemple être en période d'essai sur un CDI, qui vont être au chômage. Enfin, c'est un peu plus restrictif au-delà de 30 ans, mais tu peux également en bénéficier. C'est vrai que pour les moins de 30 ans, normalement, c'est sans condition. Par contre, tu vas avoir des plafonnements en fonction de là où tu veux vivre pour la demander, parce que tu peux pas prendre un appart trop cher si tu as une Visale. Et également, effectivement, si par exemple tu t'es en CDI, ils vont également te la plafonner en fonction des revenus que tu vas déclarer. Et donc ça, du coup, c'est une réponse de l'État à la crise du logement, pardon. En fait, on se rend compte que nous, à chaque fois qu'on a eu une Visale, on l'a quasiment utilisée à chaque fois. Une fois sur deux, enfin 2 fois sur 3 même. Oui, peut-être. Mais en fait, c'est énorme par rapport à ceux à qui on a des garants. Et je pense que ça fait aussi partie des 7 000 € d'impôts qu'on paye, Oui. qu'on paye cette année. Et je me dis, mais pourquoi? En fait, je comprends pas trop Enfin, tu vois, ils ont pas peur de l'État. Ils ont peur de leur garant, qui est souvent leur frère, leurs parents, etc. Mais l'État, pas Oui, peur. c'est ça, c'est que finalement, nous, des fois, quand on a le choix entre deux profils, à la base, nous, on prenait la Visale en se disant, c'est vrai que c'est pratique. Vous avez moins de problèmes d'impayés, vous faites la déclaration en ligne, aussi simplement que ça. Le problème, c'est que maintenant, avec le recul, on se dit, à chaque fois qu'on a quelqu'un avec une Visale, au bout d'un moment, on va avoir un souci d'impayé, on va devoir l'activer quasiment 2 fois sur 3. Et alors que quand on a des personnes vraiment avec un garant, franchement, je pense que ça nous est jamais arrivé d'en arriver jusqu'au recommandé au garant. Donc bon, des petits soucis d'impayés quand quelqu'un, ou de retard plutôt sur le loyer quand quelqu'un a un garant, ça a pu nous arriver, mais on n'a jamais été jusqu'à l'étape où on doit envoyer un recommandé au garant. Donc c'est vrai qu'on se dit, finalement, quand on prend quelqu'un avec un garant, c'est mieux parce que ça veut dire quelqu'un qui potentiellement sera plus facile sur le paiement du loyer. Et c'est vrai que c'est un vrai recul qu'on se fait là-dessus. On se dit, je pense que indirectement, quand quelqu'un bénéficie d'une Visale pour garantir son paiement du loyer, il se dit, c'est pas grave, si je paye pas, c'est l'État qui payera pour moi auprès du propriétaire. Je pense que inconsciemment ça joue, parce que je vois pas ce qui explique cette différence de stats aussi importante, alors que quand on regarde honnêtement les profils et leurs revenus,
on a pris des locataires avec des visuels qui des fois avec des situations qui étaient pas mauvaises et des fois on a pris des personnes avec un garant qui pour le coup avec des situations qui étaient beaucoup moins bonnes. Donc il y a pas de différence là-dessus qui viendrait expliquer cet écart. Et comme forcément on a quand même pas mal de lots, on finit par avoir des retours statistiques sur ce type de choses quoi. L'idée, c'est nous, tu Ouais, sais. c'est presque ça quoi, c'est Toujours dans la vibe, à immobilier, on est tombé sur le post, d'Audace. Alors je sais pas, peut-être qu'il y en a qui les suivent sur Instagram. C'est un couple pareil, ils ont notre âge, je pense. Alors ils sont vachement plus avancés que nous au niveau des réseaux sociaux, et cetera, parce qu'ils le font depuis un peu plus longtemps. Mais ils ont un petit peu d'immobilier, et cetera, et ils montrent un peu pas mal les galères qu'ils ont. Et une des galères qu'ils ont eu cette semaine, et Julien, enfin, t'as raison, en vrai, je pense que c'est une des raisons pour lesquelles on fait pas de enfin une des LCD. raisons, pas la seule, mais Ça il fait y en a. partie des raisons pour lesquelles on fait pas de LCD. En fait, alors j'ai même plus leur prénom, mais du coup la jeune fille disait que en fait elle a laissé son appartement et en fait il y avait des prostituées dans son logement. Oui, en fait, ils ont fait. Alors bon, des fois, Marie, quand je vous explique les choses, elle vous. TGV. Ouais, TGV, elle oublie la moitié des infos pour que vous compreniez bien tout. En gros, ce qu'ils ont fait, c'est que bon, ils ont plusieurs. Enfin bon, ils ont un petit parc immo, on va pas le présenter ici, mais en gros, ils ont plusieurs biens et ce qu'ils ont fait, c'est que quand ils sont partis en vacances à l'étranger, ils ont mis leur résidence principale en location courte durée. Et c'était ce sujet-là qu'en fait on voulait aborder, c'était surtout la location courte durée sur votre résidence principale, parce que c'est quelque chose qu'on a déjà réfléchi. C'est vrai que quand vous partez en vacances, vous vous dites bon ben en fait pourquoi pas mettre ma RP en location, ça me paiera mes vacances. Et eux c'est ce qu'ils ont fait et malheureusement en fait sur Airbnb des fois ils ont peut-être pas été vigilants ou ils ont pas pu savoir, hein, ça arrive aussi, qui a loué le logement et ils se retrouvent qu'en fait ils ont eu de la prostitution dans leur propre appartement. Alors là encore une fois la prostitution dans les Airbnb, n'importe quel investisseur qui a des Airbnb a déjà eu cette anecdote-là parce qu'en vrai elle est très 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 régulière. Mais quand ça arrive sur votre résidence principale et que du coup forcément c'était leur propre meuble, leur propre lit, etc. Je peux comprendre que ce soit encore un peu plus, enfin ça vous touche de manière encore plus directe. En plus forcément ils ont eu plein de problèmes avec les voisins, etc. Et tout ça pour conclure que effectivement nous on n'aime pas trop faire de la location courte durée. Déjà nous dans notre parc en tant qu'investisseur parce que il y a plusieurs défauts. On en a déjà parlé plusieurs fois dans ce podcast, mais ça reste quand même un type de location qui peut être intéressant et qui peut éventuellement se coupler à d'autres solutions. Des fois, je vois des investisseurs, ils font par exemple coloc sur 9 à 10 mois dans l'année, puis ils vont faire un peu de Airbnb l'été ou des fois ce que j'appelle aussi la location saisonnière. Alors, c'est toujours pareil, on joue sur les mots, mais bon, vous avez vraiment le Airbnb où c'est de la nuitée, on va dire. Location saisonnière, vous allez louer votre appart pendant une semaine, 2 semaines, peut-être un mois à un saisonnier ou à des gens qui vont venir un peu plus longtemps en vacances, etc. C'est souvent, certes, un peu moins rentable que le Airbnb, mais toujours plus que de la location classique. Et particulièrement la résidence principale, du coup ça c'est quelque chose qu'en soi nous on déconseille plutôt. C'est toujours pareil, après si vous voulez louer votre RP parce que vous voyez un peu le chiffre que vous allez avoir à la fin du mois, ok, mais vous vous exposez que potentiellement le bien dans lequel vous vivez il soit sujet à ce type de galère quoi. Où je pense qu'il faut que ta RP, elle s'y prête. Ça, c'est Thibaut de Vibe Patron qui nous l'avait, enfin, qu'on l'avait reçu sur le podcast, il nous l'avait expliqué. En gros, lui, son appartement, quand il l'a acheté, il savait à l'avance qu'il allait le mettre en location. Du coup, lui, ce qu'il a fait, enfin, en échange, en tout cas, ce qu'il a fait, c'est qu'il a consacré une pièce à lui tout seul. En fait, tout le reste, il considère que c'est ok de le mettre à disposition des autres, et il a une pièce à lui où vraiment là elle est fermée à clé quand il le met en location et les gens ne peuvent pas toucher ni à ses affaires, je suppose que c'est sa chambre en fait, ne peuvent pas toucher à ses affaires ou aux choses auxquelles ils tiennent, et du coup je suis plutôt d'accord avec cette manière de voir les choses. Mais comme ils ont fait eux, effectivement ça donne des problèmes. Tout à fait. T'as eu 28 ans aussi? Punaise, oui. J'ai vieilli. Tu vieillis. Ouais. Ouais, 28 ans. C'est bizarre parce que dans ma tête, j'ai l'impression que j'ai toujours 24. Bon, non, effectivement, ouais, 28. Bah, écoute, on se rapproche doucement de la trentaine. En vrai, j'espère que cette année sera un peu plus douce que les 2 dernières. Ouais, que les 2 dernières années, en fait, c'est pour ça des fois Ouais. qu'on a un blocage sur nos 24 ou nos 25 ans, parce qu'en fait, on a fait tellement de choses depuis, on n'a pas vu le temps passer, que des fois, on est là en mode, ah ouais, il s'est passé 2 ans, 3 ans depuis. Et ce soir, on va à l'anniversaire de nos potes et ils fêtent leurs 30 ans et moi, je suis là. Comment est-ce qu'ils peuvent avoir 30 ans si moi j'en ai 23, tu vois? Ouais, c'était presque ça, quoi. Et sinon, dernière news un peu intéressante, enfin, il s'est passé quelque chose sur Ethereum. Alors, Julien était comme un ouf.
Ah ouais, bah là, forcément, ce week-end, en plus, et c'est toujours pareil. Il se passe toujours des choses, les jours fériés ou les longs week-ends, quand, entre guillemets, les traders, les gens sont pas devant leur ordi. C'est quelque chose qui arrive de manière très, très courante en bourse et en crypto et sur les marchés financiers de manière générale. Vous avez aussi eu la mise à jour Opectra, dont on avait parlé il y a quoi? Il y a 2-3 épisodes, qui est rentré en application le 7 mai. Bon, c'est toujours, on peut pas dire que c'est forcément grâce à la mise à jour, hein. Il y a tout un ensemble d'éléments qui expliquent que ça a pump, mais Ethereum nous a fait sa plus belle journée depuis 2021. Franchement, ça fait du bien. En 48 heures, il a pris quasiment entre 35 et 40%. Donc franchement, je pense que tous ceux qui en ont sur leur portefeuille, ça leur a fait un petit peu plaisir parce qu'ils ont dû récupérer quand même quelques zéros, je pense, ou en tout cas quelques milliers d'euros en fonction de la taille de votre portefeuille. Donc bien évidemment, c'est, je pense, le début en soi de ce qui va pouvoir se passer pour Ethereum. Après, bon, vous attendez pas que ça aille en ligne droite, hein, on sera pas à 4000 dans 2 semaines non plus. Mais tous ceux qui disaient qu'il était mort quand il est quand même arrivé à $1 400 il y a un mois maintenant, on voit toujours pareil. C'est toujours dans ces moments-là quand tout le monde commence à fuir le navire et à vous dire que c'est fini, qu'en réalité, un mois après, personne n'aurait pu imaginer qu'il aurait quasiment doublé de prix depuis son plus bas, quoi. Donc en tout cas, ça fait plaisir et c'était juste pour vous donner ces petites news d'actu. OK. Je pense qu'on a fait plus ou moins le tour. Est-ce que tu as autre chose à Non, rajouter? on est arrivé au bout. On espère que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner sur les plateformes, à nous mettre 5 étoiles, ça nous aide pour l'algorithme, à nous suivre sur La Floozerie et sur Quitte le Boomerang sur Instagram. Et on se dit à jeudi. À jeudi. Ciao. Ciao.